Au début du film, nous rencontrons un épéiste errant qui dort sur le bord de la route dans la forêt. Il s'appelle Sazu, et alors qu'il profite de son sommeil, il est soudainement dérangé par une fille. Elle tombe soudainement sur Sazu. Voyant qu'elle est couverte d'éraflures, il réalise qu'elle est poursuivie. Sazu est ensuite découvert par les assassins qui poursuivent la fille. Même s'il n'a pas l'intention de l'aider, les assassins veulent quand même le tuer pour éliminer tout témoin. Il n'a donc pas d'autre choix que de porter la fille et de commencer à utiliser ses propres compétences. Il tire des aiguilles empoisonnées sur Sazu, mais il fait tourner son arme à une vitesse extrêmement rapide pour bloquer et renvoyer les aiguilles vers les assassins. Il se rend compte que s'il laisse la fille derrière lui, elle deviendra la cible de ces personnes. Mais il s'en moque car il a faim et ne veut pas gaspiller son énergie sur des choses comme ça. La fille court vers lui et le supplie de l'aider, car elle ne sait pas comment gérer les assassins s'ils réapparaissent. Il ne veut pas l'aider, ce qui lui fait penser qu'il est sans cœur et sans compassion. Mais il dit franchement qu'il vient de l'aider et qu'il n'a même pas reçu un seul merci, alors pourquoi devrait-il risquer sa vie pour la protéger et ne rien gagner en retour? Alors la fille décide de l'inviter à manger s'il l'aide à atteindre un certain endroit. En mangeant des ramen, Sazu remarque rapidement que cette fille mange une quantité incroyable. Il n'a même pas fini un bol de ramen et elle en a déjà mangé presque 10. La fille se présente ensuite comme Izanami. Elle remercie Sazu de lui avoir sauvé la vie et pense aussi qu'il est une personne gentille parce qu'il a choisi de la sauver au lieu de l'abandonner. Il pense qu'il ne voulait simplement pas qu'elle meure inutilement et ne voulait pas non plus entendre ses cris de détresse. Izanami dit que lorsqu'il l'a portée, elle s'est sentie très en sécurité car elle croyait que Sazu l'aiderait à la protéger. Sazu dit alors que si elle a fini de manger, elle devrait partir rapidement. Il rappelle ensuite à Izanami d'ajuster sa broche à cheveux. Il remarque aussi que sa broche à cheveux semble un peu étrange. Sazu continue à voyager avec elle jusqu'au soir. Il la conduit dans un endroit relativement sûr et lui dit que l'endroit où elle doit aller est juste devant. Tant qu'elle n'attire pas l'attention, elle sera en sécurité. Mais elle veut toujours que Sazu l'accompagne un peu plus loin car elle ne peut pas entrer seule dans la ville. Sazu pense que la ville est pleine de problèmes, donc il ne la suivra plus. Soudain, un hibou passe et un homme étrange apparaît et demande qui ils sont et d'où ils viennent. Izanami dit qu'elle est une prêtresse d'un temple nommé Izumo. L'étranger se demande pourquoi une prêtresse voyagerait avec un assassin du clan Iga. Sazu réalise que l'adversaire est un ninja du clan rival de Koga, alors il se précipite pour attaquer. L'homme en bleu se retire et se présente comme Sarutobi, le chef des ninjas du seigneur Sanada. Comme tous deux détestent les ninjas de factions rivales, ils se précipitent l'un sur l'autre sans trop réfléchir à la raison. Sazu devient trop concentré sur la poursuite de Sarutobi et se laisse attirer dans un piège de feuilles empoisonnées. Il tombe alors dans le piège. Sarutobi se précipite rapidement pour en finir avec lui, mais Sazu utilise une technique de substitution pour tromper Sarutobi et attaque soudainement. Sarutobi parvient à esquiver à temps et demande qui est le maître de Sazu, mais Sazu n'aime pas servir qui que ce soit. Izanami intervient alors pour les arrêter parce qu'elle doit rencontrer le maître de Sarutobi, seigneur Sanada. Quand ils entrent enfin dans la ville, Sazu pense qu'Izanami doit être très heureuse parce qu'elle est arrivée à l'endroit où elle voulait aller. Mais il remarque qu'Izanami ne semble pas du tout heureuse. Elle rencontre ensuite Lord Sanada. Izanami supplie rapidement Sanada de l'aider avec son temple Izumo car tout son sanctuaire a été englouti par les flammes. Tout ce dont elle se souvient, c'est que tout le sanctuaire a été massacré par un assassin et qu'un de ses frères aînés s'est sacrifié, utilisant la magie pour l'aider à s'échapper tout en lui ordonnant de trouver Sanada. Mais même après s'être échappée seule, elle était toujours poursuivie par des assassins et si Sazu ne l'avait pas aidée, elle serait morte. Sazu réalise que cette histoire est trop cruelle pour une fille qui n'a jamais connu la guerre. Sanada demande alors de quoi elle a besoin avec son aide. Si c'est pour une vengeance, il refuse car il ne veut pas être impliqué. Sanada la laissera rester pour la nuit et demain, qu'elle veuille partir ou rester dépend d'elle. Il n'interférera pas. Sazu se prépare alors à partir, mais Izanami le serre dans ses bras et pleure.
Elle ne peut pas supporter le sentiment d'être la seule survivante. S'échapper ici seulement pour ne rien pouvoir faire. Peu après, Sazu part quand même, mais Izanami le poursuit. Izanami ne sait pas quoi faire demain, alors elle veut suivre Sazu. Il remarque qu'elle tremble et lui dit de retourner parce que le suivre sera inutile. Izanami décide alors de se coucher et de faire une crise là, ne se souciant pas si elle est mangée par des loups. Sazu lui rappelle encore qu'il n'est pas une bonne personne et que si elle meurt ici, cela n'a rien à voir avec lui. Il ne se soucie pas. À ce moment-là, des chaînes les lient soudainement tous les deux. Sazu ne s'attendait pas à ce que ces assassins se cachent si bien. Juste à ce moment-là, Sanada et Sarutobi arrivent. Sazu réalise que ces deux-là l'ont délibérément utilisé, lui et Izanami, comme appât pour attirer les assassins. Cependant, Sanada sait également que Sazu ne perdrait pas facilement face à de telles fripouilles. Sazu ne se cache plus et brise simplement les chaînes, lançant une attaque unique qui élimine les assassins en une seule fois. Mais juste après, il remarque que l'épingle à cheveux d'Izanami libère soudainement une sphère sombre qui absorbe la vie de tout ce qu'elle touche. Sazu vérifie si Izanami va bien, mais un autre assassin l'attaque, l'obligeant à le neutraliser avant que la sphère ne se réactive. Izanami reprend conscience plus tard et ne se souvient pas de ce qui est arrivé. Elle pense que Sazu l'a sauvé et le voit à nouveau comme une bonne personne. Pendant ce temps, Sanada est maintenant certain que les assassins ciblent Izanami à cause de son épingle à cheveux. Izanami demande alors à Sanada de laisser Sazu rester, même s'il ne le veut pas. Izanami insiste sur le fait que puisqu'elle l'a invité à manger des ramen, il doit l'aider. Sanada et Sarutobi pensent également que Sazu doit une faveur à Izanami, donc il n'a pas d'autre choix que de continuer à l'aider s'il ne veut pas perdre son honneur. Cette nuit-là, Sazu se cache secrètement dans le plafond pour écouter les plans de Sanada. Il apprend que Sanada a l'intention de recruter 10 personnes talentueuses pour se soulever et s'emparer des terres. Cependant, le subordonné de Sanada, Rokuru, le découvre et attaque. Sazu parvient à retourner dans sa chambre, mais l'impact de l'attaque sonore l'endort. Le matin suivant, Sazu se réveille et découvre qu'Izanami s'est encore faufilé dans sa chambre pour dormir à côté de lui. Sarutobi arrive avec de la nourriture pour Sazu, mais les ninjas Sanada l'attaquent pour le punir d'avoir osé dormir avec Izanami. En conséquence, Sazu perd son petit déjeuner. Pendant ce temps, le seigneur qui chasse Izanami ordonne à l'assassin qui a attaqué le sanctuaire de capturer Izanami chez Sanada et de la ramener. Le lendemain matin, Izanami demande à Sazu de l'aider à choisir une tenue car il y a un festival imminent où elle doit exécuter une danse. Sazu en choisit un au hasard et s'enfuit, rendant Izanami furieuse. En se cachant dans la forêt, Sazu tombe accidentellement sur une fille qui se baigne près d'une cascade. La fille transforme rapidement l'eau en glace et l'attaque, mais il la reconnaît comme Onna, son amie d'enfance. Onna est ravie de revoir Sazu. Sazu lui demande des nouvelles de sa situation et apprend qu'Onna est maintenant au service de Sanada. Elle révèle qu'elle a une fois tenté de l'assassiner, mais a échoué. Cependant, au lieu de la punir, Sanada l'a gentiment invitée à rester. Elle n'avait donc pas d'autre choix que d'accepter. Izanami et Sanada arrivent bientôt également. Sanada demande à Onna de la situation à l'extérieur de la ville. Elle rapporte qu'il y a des rumeurs répandues d'un serpent géant causant des ravages à proximité. Sanada pense que Sarutobi s'en occupera. Plus important encore, le festival est sur le point de commencer, donc il veut qu'Izanami soit prêt. Pendant le festival, Sanada porte un toast avec les gens pour célébrer une récolte abondante. Onna remarque que Sazu semble jaloux de Sanada. Elle croit que Sazu ne comprend pas encore ce que cela fait d'avoir un maître qui vaut la peine de se dévouer. Sazu insiste sur le fait qu'il apprécie simplement sa liberté et veut faire ce qui lui plaît. Onna fait remarquer que quelqu'un comme Sazu, sans aucune contrainte, continuera simplement à errer sans fin. Sazu décide alors de partir au lieu de regarder Izanami se produire. Il ne s'intéresse pas à de telles choses, alors il se promène. Voyant que Sazu est parti, Izanami se dépêche de finir sa performance et le poursuit. Onna pensait que les deux chassaient le serpent géant, mais malgré sa peur, Izanami a obstinément insisté pour suivre, forçant Onna à partir en premier.
À ce moment-là, Izanami a ressenti la présence étrange de la forêt devant elle et a décidé de s'aventurer à l'intérieur avec Sazu pour enquêter. Tous les deux ont remarqué que la forêt était anormalement sombre et menaçante. Peu après, un serpent géant est apparu et les a attaqués. Sazu a rapidement éloigné Izanami, mais elle s'est évanouie de peur. Le serpent a écrasé un arbre, provoquant la chute des deux. Sazu s'est retrouvé coincé sous le serpent et bien qu'Izanami ait essayé de l'aider, il l'a averti de rester à l'écart pour éviter de se mettre en danger. Utilisant son dernier tube explosif, Sazu a forcé le serpent à battre en retraite juste assez pour qu'il puisse se libérer. Il a également réalisé que le serpent était contrôlé par quelqu'un. Sazu a alors bondi en avant et poignardé le serpent dans l'œil, mais il a explosé de manière inattendue, enterrant à la fois lui et Izanami sous les décombres. Izanami a réussi à trouver Sazu et à soigner ses blessures de l'explosion. Lorsqu'il a demandé pourquoi elle restait si optimiste, elle a répondu qu'elle se sentait en sécurité parce qu'il était à ses côtés. Pour elle, Sazu était la lumière qui l'avait sauvée. Lorsqu'elle était chassée depuis le temple jusqu'à maintenant, il était le seul à choisir de l'aider. Cependant, Sazu se voyait uniquement comme un tueur, quelqu'un qui existait dans l'obscurité et prenait des vies. Son acte de la sauver était purement fortuit. Malgré cela, la perception d'Izanami à son égard restait inchangée. Sazu pensait que ses parents devaient être des gens gentils, mais Izanami a révélé qu'elle avait été abandonnée devant le sanctuaire lorsqu'elle était enfant et qu'elle avait été élevée par une figure de frère aîné qui s'occupait d'elle et lui avait tout appris. Malheureusement, il a perdu la vie en la protégeant, et maintenant, elle souhaitait se reposer sur Sazu. Sazu a ensuite éteint le feu et a remarqué de la fumée dérivant dans une certaine direction, indiquant une ouverture. Il a décidé de percer le sol dans cette direction pour s'échapper, sachant que s'il échouait, ils seraient tous les deux enterrés vivants. Izanami a choisi de lui faire confiance et grâce à ses efforts, ils ont réussi à s'échapper. Dès qu'ils sont sortis, Sazu a découvert que la forteresse de Sanada était attaquée et est revenue en courant. À ce moment-là, Sanada organisait l'évacuation des habitants, tandis que Sarutobi rencontrait un autre serpent géant et la personne qu'il contrôlait. La femme s'est présentée comme Aokatsu et a averti Sarutobi de faire attention s'il ne voulait pas que le serpent explose. Sarutobi a chargé vers elle, mais elle a esquivé et a commandé au serpent de le mordre. Empoisonné, la vision de Sarutobi s'est brouillée, mais avant que le serpent ne puisse faire plus de dégâts, Hana l'a gelé et l'a vaincu. Elle a ensuite gelé la surface de l'eau pour lancer une attaque sur Aokatsu, mais la femme a riposté en invoquant un essaim de serpent que Sarutobi a rapidement découpé. Réalisé qu'elle était désavantagée, Aokatsu a essayé de fuir, mais Sarutobi l'a poursuivie dans les profondeurs de la forêt, son propre domaine. Pendant ce temps, Ishinami aidait les civils à s'échapper lorsqu'elle a été soudainement retrouvée par le même assassin qui avait attaqué le sanctuaire auparavant. Il s'appelait Hanzu et il a exigé qu'elle vienne avec lui. Sazu est arrivé juste à temps pour l'arrêter. Il a chargé en avant, mais Hanzu a lancé une volée de kunai dans son dos. Cependant, c'était juste une illusion. Le vrai corps de Sazu était derrière Hanzu. Bien que Hanzu ait réussi à bloquer l'attaque, il a quand même porté un coup sur le front de Sazu, voyant à travers sa technique. Au même moment, Sanada et Rokuru avaient été capturés et attachés par 4 assassins. Rokuru utilisa son cri ultrasonique pour neutraliser 2 ennemis devant, tandis que Sanada s'occupait d'un derrière lui. Hanzu se moqua de Sazu, affirmant que le soi-disant prodige ninja du clan Iga était tombé dans un tel état pathétique. Sazu continuait de recevoir des coups, son corps couvert de blessures. Lorsque Hanzu a essayé d'emmener Ishinami, Sazu s'est relevé une fois de plus. Alors que Hanzu se précipitait pour porter le coup final, Sazu a utilisé une autre illusion pour revenir auprès d'Ishinami et a frappé Hanzu. Hana et Sarutobi sont arrivés, forçant Hanzu à battre en retraite. Ensuite, Sazu s'est finalement effondré à cause de ses blessures et a été rapidement emmené pour recevoir des soins. Sanada était furieux que le festival ait été gâché et a juré de ne montrer aucune pitié lors de la prochaine bataille. Plus tard, Sanada a demandé à Sazu d'accompagner Ishinami au sanctuaire, mais Sazu a refusé. Cela a énervé un homme qui se tenait à proximité.
Sazu a demandé qui il était, et l'homme s'est présenté comme Juzu, l'un des subordonnés de Sanada. La raison pour laquelle Sanada voulait que Sazu ramène Ishinami était parce que Juzu avait découvert qu'après avoir massacré tout le temple, les assassins étaient restés sur les lieux à la recherche de quelque chose d'assez important. Comme ils ne l'ont pas trouvé, ils ont poursuivi la seule survivante, Ishinami. Sanada soupçonnait que ce que l'ennemi cherchait était encore dans le temple, alors il voulait que Sazu ramène Ishinami là-bas pour découvrir quel était cet objet important. Ishinami a entendu et a insisté pour y aller, laissant Sazu sans moyen de s'échapper. Sarutobi a donné à Ishinami un hibou pour envoyer des messages, et Juzu a demandé à Ishinami et Sazu de partir rapidement. Sazu a réalisé qu'il était sur le point de partir en voyage avec 2 compagnons bruyants, mais il n'y avait plus moyen de faire demi-tour. En chemin, Juzu a remarqué qu'Ishinami était trop aguicheuse, portant des vêtements aussi révélateurs. Elle a rétorqué qu'Anna s'habillait de manière similaire, obligeant Juzu à expliquer la différence entre les deux. Bien sûr, Ishinami n'a pas pris la peine d'écouter. Ce soir-là, Ishinami a de nouveau insisté pour dormir à côté de Sazu, ce qui a poussé Juzu à emmener Sazu à l'écart pour une conversation privée. Il voulait savoir si Sazu et Ishinami étaient mariés, mais Sazu a répondu qu'il n'avait aucun sentiment pour elle. Elle était juste enfantine et sans gêne. Juzu se demandait aussi pourquoi Sanada reconnaissait Ishinami comme une guerrière. Cela avait du sens pour Sazu, mais Ishinami était clairement juste une femme ordinaire. Sazu savait déjà le pouvoir caché d'Ishinami, mais a choisi de ne pas le révéler. Le lendemain matin, alors que le groupe reprenait son voyage, Sazu a trouvé étrange qu'il n'ait croisé personne. Ils ont bientôt rencontré une femme assise près d'un pont suspendu. Pensant qu'elle avait des ennuis, Ishinami s'est approché d'elle et a décidé de demander à Sazu de l'aider à traverser le pont. Bien qu'il trouva cela ennuyeux, Sazu s'est exécuté. Dès qu'ils ont mis pied sur le pont, il s'est rendu compte que Juzu avait peur du vide. À ce moment-là, la femme a révélé sa véritable nature, invoquant une rafale de vent pour immobiliser Sazu et capturer Ishinami. Il s'est présenté comme Yuri, le chef d'une bande de voleurs. Reconnaissant Sazu comme un adversaire redoutable, il l'a immobilisé en premier pour faciliter le vol. Cependant, Juzu a sorti une arme de manière inattendue et a abattu les bandits, forçant Yuzi à prendre les choses au sérieux. Yuzi a alors brandi une faucille enchaînée, la faisant tournoyer pour bloquer les balles. Une fois les coups de feu terminés, il a décidé d'emmener Ishinami. Sazu a dégainé son épée et a tranché le vent qui le retenait. Sans hésiter, Yuzi s'est jeté sur lui, déclenchant une bataille féroce. En remarquant l'inquiétude de Sazu pour Ishinami, Yuzi a coupé le pont, faisant plonger Sazu dans la rivière en contrebas. Après avoir réussi à atteindre le rivage, Sazu retrouva Juzu et ils poursuivirent immédiatement le ravisseur d'Ishinami. Yuzi, s'étant lassé de voler de l'argent, attendait dans sa cachette l'arrivée de Sazu. Il prévoyait de tourmenter Ishinami devant lui pour son propre plaisir pervers. Ishinami a essayé de résister, mais a été battu sans pitié. Lorsque Sazu est finalement arrivé, il l'a trouvé attaché à un arbre. Il a rapidement sauté pour affronter Yuzi, qui a tenté de le repousser à nouveau, mais Sazu a tenu bon. Se relevant d'un bond, il refusa d'être mis à terre une deuxième fois. Les deux se sont affrontés férocement, et Sazu a blessé Yuzi, le blessant. Yuzi a affirmé que Sazu était comme lui, un tueur sans émotion qui ne connaissait rien d'autre que la soif de sang. En réponse, Sazu a libéré sa technique ultime, coupant l'arme de Yuzi et infligeant une blessure grave. Acceptant la défaite, Yuzi a exhorté Sazu à le tuer pour prouver sa véritable nature. Sazu était sur le point de porter le coup final lorsqu'Izanami s'est interposée, arrêtant son épée. Elle a refusé de le laisser abattre quelqu'un qui ne pouvait plus riposter. Plus important encore, elle a assuré à Sazu qu'elle allait bien et qu'elle n'était pas gravement blessée, donc il n'y avait pas besoin de punition supplémentaire. En l'écoutant, Sazu baissa son épée et emmena Izanami, laissant Yuzi derrière lui pour que les autorités l'arrêtent. Enragé, Yuzi cria, tentant de provoquer Sazu à l'achever, mais Sazu l'ignora et continua à s'éloigner. Cet après-midi-là, Juzu a soigné les blessures d'Izanami. Il lui a dit qu'elle avait vraiment sauvé Sazu, bien qu'elle ne comprenne pas tout à fait après tout. Elle croyait que c'était lui qui l'avait sauvé. Pendant ce temps, Sanada a ordonné à Rokuro de mémoriser une lettre et de livrer son contenu à un seigneur féodal. Pour assurer la confidentialité,
Sanada a brûlé la lettre après l'avoir dictée. Le lendemain matin, le groupe de Sazu est retourné avec succès au temple en ruine d'Izanami. En arrivant à la porte, Juzu a suggéré que les trois se séparent pour chercher. Sazu ne savait toujours pas ce qu'il cherchait, mais Juzu lui a dit d'examiner attentivement tout ce qui semblait suspect. Izanami ressentait une profonde tristesse en revenant, mais elle a fait semblant d'être forte et a insisté pour aider à la recherche. Juzu a demandé à Sazu de la suivre, juste pour être en sécurité. Alors qu'Izanami se promenait dans le temple, des souvenirs de jeu avec tout le monde là-bas refirent surface. Sazu s'approcha pour prendre de ses nouvelles, mais elle lui demanda de la laisser seule. Il trouva cela étrange, car d'habitude, elle restait collée à lui sans faillir. Finalement, elle avoua ses véritables sentiments et partagea sa tristesse avec lui. Sazu lui a tendu un mouchoir pour essuyer ses larmes et lui a rappelé qu'ils étaient venus ici pour découvrir la vérité derrière ce qui s'était passé. Il l'a exhorté à ne pas trop pleurer. Ce qui était parti ne pouvait pas revenir, et ce qui était perdu ne pouvait pas être réparé. La meilleure façon d'honorer les morts était maintenant de découvrir la vérité. Soudain, un coup de feu retentit, poussant Sazu à se précipiter vers Juzu, mais il n'y avait rien. Juzu avait simplement tiré son arme comme un signal qu'il n'avait rien trouvé. Sazu remarqua alors que tout avait été brûlé sauf un pilier en bronze. Pensant que cela pourrait avoir une certaine signification, il l'examina de près. En sautant, il remarqua que le symbole sous ses pieds ressemblait à quelque chose qu'il avait vu dans un dessin auparavant. Il semblait être inversé et devait être réarrangé. Juzu tenta de soulever une des pierres mais n'y parvint pas. Cependant, Izanami se rappela que les pièces pouvaient être tournées. Elle commença à les tourner en partant du centre, jusqu'à ce qu'elle complète le symbole du bagua. Une fois la formation terminée, un passage souterrain caché s'est ouvert. Les trois ont suivi le chemin jusqu'à ce qu'ils atteignent une impasse. Juste au moment où il semblait qu'ils avaient heurté un mur, Izanami remarqua d'anciennes inscriptions sur la pierre. Aucun d'entre eux ne pouvait lire le texte, mais avant qu'ils ne puissent réfléchir davantage, Hanzu et Okatsu sont apparus. Hanzu a exigé qu'ils remettent Izanami et sa broche. À ce moment-là, Izanami réalisa que l'objet que l'ennemi cherchait était avec elle depuis le début, sa broche à cheveux, un cadeau de son supérieur moine. Aucun des deux camps n'était prêt à reculer et une bataille féroce éclata. Okatsu libéra un essaim de serpents. Sazu avertit rapidement Juzu de ne pas les tuer inconsidérément car ils exploseraient à leur mort. Profitant de la distraction, Okatsu a capturé Juzu. Sazu a de nouveau dû affronter Hanzu seule tout en protégeant le fardeau connu sous le nom d'Izanami. Elle est restée sous le choc, réalisant qu'elle était la raison pour laquelle tout le monde dans le temple avait été tué. Encore une fois, Sazu s'est retrouvé un pas derrière Hanzu, lui permettant d'asséner plusieurs coups. La seule chose que Sazu a réussi à faire, c'est de riposter avec un seul coup. Pendant ce temps, Juzu était fermement entravé et sur le point d'être torturé. Juste à ce moment-là, une rafale de vent traversa la cage aux serpents et repoussa Hanzu. Le responsable n'était autre que Yuzi. Il déclara que lui seul avait le droit de blesser Sazu et que seul Sazu avait le droit de le tuer. Malgré ces paroles audacieuses, Yuzi a été immédiatement roué de coups lors de leur duel. Sazu lui a conseillé que s'il ne voulait pas mourir, il devrait donner un coup de main. S'il survivait à cette bataille, Sazu lui a promis de l'affronter en duel quand il le voudrait. Enchanté par l'offre, Yuzi a accepté. En même temps, Juzu s'est lentement libéré et a renversé la situation. Cependant, il a été rapidement maîtrisé à nouveau. Dans un geste désespéré, il a visé son arme sur lui-même et a tiré. La balle a traversé son corps et a frappé Okatsu, la tuant. Entre-temps, Sazu et Yuzi ont réussi à mettre Hanzu hors d'état de nuire ensemble. À leur retour à la surface, Izanami a soigné leurs blessures. Elle se blâmait encore, mais Sazu lui a dit d'arrêter. Le coupable était l'épingle à cheveux, pas elle. Soudain, un homme à cheval est passé en trombe et a enlevé Izanami. Il s'est présenté comme Munekame, un seigneur féodal allié à Sanada. Cependant, il a déclaré que les trois d'entre eux devraient revenir et informer Sanada qu'il avait pris possession de la chose même que Sanada recherchait. Il y a longtemps, Sazu avait un ami proche, la seule personne à qui il était prêt à s'incliner et à appeler maître, si cette personne devenait seigneur féodal. Cependant, le destin d'un ninja était d'être traité comme un simple outil, jeté dès qu'il perdait sa valeur.
La perte immense a changé le chemin de Sazu. Il a choisi de tuer pour survivre et a juré de ne plus jamais se soumettre à quiconque. Lorsqu'il a repris connaissance, il s'est retrouvé dans une forêt. Juzu se préparait à revenir et à faire son rapport à Sanada, mais Sazu a décidé de tout abandonner car il n'avait plus aucune obligation de continuer. De plus, il n'avait jamais considéré Sanada comme son maître en premier lieu. Juzu pensait que Sazu fuyait simplement et lui a dit d'aller où il voulait. Juzu retournerait tout de même faire son rapport. À ce moment-là, Sanada était assis avec d'autres en attendant des nouvelles. Sarutobi remarqua un hibou revenant avec un morceau de papier qu'il prit et lut. Au début, Sanada supposa qu'il demandait des fonds de voyage supplémentaires, mais son expression s'assombrit rapidement après avoir lu la lettre. Il ordonna immédiatement à Sarutobi et Hana de récupérer Izanami à tout prix. Pendant ce temps, Izanami était emprisonnée, refusant de manger ou de parler. Peu importe ce que Mune-sama lui demandait, elle répondait seulement par son nom. Lorsqu'il sortait, le pouvoir de sa broche s'activait, mais ce n'était pas suffisant pour l'aider à s'échapper. Elle avait commencé à comprendre sa propre force et elle en était terrifiée. Un des subordonnés de Mune-sama lui a posé une question sur l'épingle à cheveux et c'est alors qu'il a été révélé qu'il y a longtemps, en raison de la haine et des conflits humains, 4 armes avaient été créées. L'épingle à cheveux en était une. Avec son pouvoir, Mune-sama avait l'intention de défier tous les autres seigneurs et de remodeler le monde. Sarutobi et Hana attendaient le bon moment pour s'infiltrer, mais ils ont été découverts par les forces ennemies. Cependant, les soldats n'avaient aucune chance contre ceux choisis par Sanada et ont été rapidement vaincus. Sarutobi a avancé le premier, laissant Hana derrière pour s'occuper du reste. Sarutobi a localisé la cellule d'Izanami, mais elle a refusé de partir, croyant qu'elle n'apportait que malheur et souffrance à son entourage. Pendant ce temps, Hana a été capturée. Les soldats prévoyaient de prendre du bon temps avec elle à tour de rôle, mais elle a aperçu un signal caché que Sarutobi avait envoyé via le hibou. Voyant qu'Izanami ne coopérait pas, Hana abandonna son jeu et lança une rafale de pointes de glace acérées, tuant les soldats instantanément. Hana alla ensuite vers Izanami et la confronta, disant que tout ce qu'elle faisait était de fuir la réalité. Elle a exhorté Izanami à faire face à la situation car elle n'était pas faible. Hana croyait en elle car elle était une guerrière choisie par Sanada. En entendant ces mots d'encouragement de sa supérieure, Izanami retrouva sa détermination. Elle s'excusa auprès de Sarutobi pour ce qu'elle avait dit plus tôt, mais il n'y prêta pas attention. Aucun d'entre eux n'avait gardé de telles blessures. Izanami a été ramené au château de Sanada. Moins d'un jour plus tard, le groupe de Sazu est également revenu. Sanada leur a assuré que l'affaire avait déjà été réglée. Sanada a ensuite eu une réunion avec Yuzi. Hélas, il a informé Yuzi qu'il ne pouvait pas lui permettre de combattre Sazu. Furieux, Yuzi s'est jeté sur lui, obligeant Rokuro à intervenir. Pourtant, Sanada est resté joyeux, ayant vu à travers la nature de Yuzi et l'ayant persuadé avec succès de rester. Depuis son retour, Sazu évitait Izanami, ce qui la rendait visiblement triste. En réalité, Sazu avait honte et était déçu de lui-même pour ne pas avoir réussi à la protéger, malgré la confiance qu'elle lui avait accordée. Sarutobi, remarquant l'état abattu de Sazu, l'a poussé du toit. Il a ouvertement critiqué la faiblesse actuelle de Sazu, le qualifiant de quelqu'un qui ne savait pas persévérer, qui abandonnait trop facilement, un lâche qui ne méritait pas d'être un homme. Bien que furieux, Sazu, dans son état d'esprit actuel, n'a pas pu porter un coup à Sarutobi. À la fin, Sarutobi tendit la main et l'aida à se relever. Il voulait que Sazu change parce qu'ils avaient besoin de sa force. Sanada avait été témoin de toute la scène, ce qui mit Sarutobi mal à l'aise et le fit partir précipitamment. Sanada demanda ensuite à Sazu quelle serait sa décision. Allait-il se surpasser ou bien s'enfuir comme un lâche? Sazu se leva avec défi, disant à Sanada de ne pas le sous-estimer. Sanada remarqua alors qu'Izanami avait trouvé sa propre réponse. Elle courut vers Sazu et l'enlaça, ravie de son retour. Cette nuit-là, Murasame était furieux d'avoir perdu Izanami, alors il décida de rendre visite à Sanada. Pendant ce temps, Sanada ordonna à tout le monde de rapporter ce qui s'était passé au temple. Quand les anciennes inscriptions ont été mentionnées, Sanada a demandé à Rokuro d'utiliser le pouvoir de son œil pour les déchiffrer. Sanada n'a permis à personne d'autre de voir, et la mémoire de ces inscriptions par Sazu a été copiée pour que Rokuro puisse les comprendre.
Sanada a seulement déclaré que c'était un message de félicitations pour être arrivé là et a congédié tout le monde. Il a strictement interdit à Rokuro de révéler la vérité sur les inscriptions à quiconque et a même brûlé le parchemin. Sanada a ensuite décidé de laisser tout entre les mains de Sazu car c'était lui qui avait le plus influencé Izanami depuis le début. Le lendemain matin, le groupe a remarqué que Sanada et Rokuro étaient introuvables et a commencé à s'inquiéter. Sarutobi est arrivé et leur a annoncé que tous deux avaient quitté le château à l'aube, laissant derrière eux une lettre. Sanada y écrivait que lui et Rokuro avaient soudainement eu envie de visiter une source chaude, alors ils étaient partis en avance. Il a laissé une carte et leur a dit de le rencontrer là-bas. À l'arrivée, tout le monde s'est retrouvé dispersé à différents endroits. Sazu a dû partir à la recherche d'Izanami. En chemin, il a vu Juzu se faire jeter d'un restaurant de manière inattendue. Le responsable était un moine. Juzu a expliqué que cet homme avait mangé sans payer et avait même eu recours à la violence. L'homme s'est présenté comme Miyoshi, un moine. Mais son raisonnement était absurde. Il affirmait que le propriétaire du restaurant devrait être honoré de servir un voyageur dévot comme lui. En d'autres termes, il n'avait pas d'argent et pas de honte, forçant les autres à subvenir à ses besoins. Il a déclaré qu'il cherchait sa sœur perdue, mais Sazu a insisté sur le fait qu'elle n'était pas là. Étrangement, Miyoshi était extrêmement crédule. Dès que Sazu a dit cela, il est immédiatement parti. Pensant que le problème était résolu, Juzu a sorti son arme, déterminé à retrouver son honneur et a forcé Miyoshi à compenser les dégâts. Cependant, Miyoshi n'aimait pas qu'on lui pointe une arme et a plié le pistolet de Juzu d'une seule main. La dévastation causée par cette perte a laissé Juzu sous le choc, ne sachant que faire. Sazu a dû le tirer à part et lancer des shurikens en représailles. Non seulement Miyoshi était complètement indemne, mais les armes de Sazu rebondissaient sur sa peau. Yuzi est arrivé rapidement pour aider. Sazu lui a conseillé de libérer ses chaînes car cet adversaire avait une force monstrueuse. Yuzi a été projeté, ce qui a forcé Sarutobi à intervenir également. Miyoshi a vu cela comme un défi divin et a accepté de les combattre tous dans le cadre de son entraînement. Hana est arrivée aussi, mais a refusé de se joindre à la bataille, disant que Miyoshi avait l'air trop sale. Sanada et Rokuro, remarquant l'agitation dans les rues, réalisèrent que leur subordonné était arrivé. Sanada fut intrigué de voir Sazu coordonner tout le monde seul comme un leader. Cependant, Yuzi fut le premier à se faire battre, Sosuke essaya de poignarder Miyoshi, mais ne put percer sa peau épaisse. Une fois que Sarutobi s'est retiré, Sazu est intervenu. Utilisant la jambe de Sarutobi comme plateforme, il a sauté sur la tête de Miyoshi, où même les dieux et les esprits pouvaient être blessés ou tués. Acceptant cela comme preuve, Miyoshi accepta d'arrêter de se battre. Juste à ce moment-là, Izanami arriva, venant de gagner un concours de nourriture et ramenant son prix pour tout le monde. Miyoshi l'a reconnu immédiatement comme sa sœur, l'appelant même par son nom. Cependant, Izanami n'avait aucun souvenir de lui et le prit pour un pervers. Voyant sa sœur près de Sazu, Miyoshi a fait ce que tout grand frère ferait, il a essayé de frapper Sazu. Sazu a rapidement profité de la situation et a fait en sorte qu'Izanami donne des ordres à Miyoshi. Elle lui a ordonné de ne pas attaquer Sazu ou qui que ce soit d'autre, et de réparer tout ce qu'il avait endommagé. En retour, elle accepta de s'asseoir et de l'écouter. Après avoir tout réglé, le groupe s'est dirigé vers une auberge. Miyoshi a révélé qu'il n'était pas le frère biologique d'Izanami, mais qu'il était celui qu'il avait trouvé sur les marches du temple. À l'âge de 15 ans, il avait parcouru le monde et beaucoup changé. Cependant, il a reconnu Izanami grâce à l'épingle à cheveux qu'elle portait. Il a même montré une vieille photo de lui-même et Izanami l'a finalement reconnu. Sanada a saisi cette opportunité pour recruter Miyoshi comme son subordonné avec l'intention d'utiliser sa force immense. La nuit, le groupe a décidé de se détendre ensemble dans les sources chaudes. Sanada voulait profiter de cette occasion pour découvrir le véritable genre de Yuzi. Mais comme Yuzi ne l'aimait pas, il a choisi de se baigner dans la rivière à la place. Pendant que Sazu mangeait, il a remarqué des poils d'animaux partout et a immédiatement confronté Sarutobi pour avoir laissé entrer un tas d'animaux dans la zone de baignade. Sarutobi voulait que Sanada intervienne, mais il s'était déjà éclipsé. Peu de temps après, Sanada a été soudainement aperçu du côté des femmes. Entendant le cri d'Izanami, Miyoshi a sauté et Hana a gelé toute la source en réponse. Yuzi, venant de finir de se baigner dans la rivière, a attrapé un rhume, son nez devenant rouge.
Sazu lui a dit de se reposer puisque se baigner dans la rivière au point de tomber malade était ridicule. Yuzi, sentant que Sazu était trop affectueux, a tout nié et s'est enfui. En chemin, il a ramassé la belette de Sarutobi et l'a gardée pour se réchauffer. Yuzi a ensuite admis qu'il se sentait très étrange chaque fois qu'il était près de Sazu. Son cœur battait vite et il ne pouvait pas arrêter de penser à lui. À ce moment-là, tout le monde était sérieusement confus au sujet du vrai genre de Yuzi. Après avoir avoué, Yuzi réalisa soudainement que Sarutobi avait été là tout le temps. Remarquant à quel point la fourrure de la belette était douce, Yuzi pensa à la tuer pour se réchauffer, ce qui fit hurler Sarutobi de panique. Le lendemain matin, Sanada a reçu une convocation des autres seigneurs. Il a réalisé que le moment était venu pour les bêtes de montrer leur croc. Le jour suivant, Sanada a soudainement ordonné à Rokuro, Sazu et Izanami de l'accompagner à la capitale. Les autres devaient rester derrière et attendre des nouvelles. Yuzi était contre, disant qu'il s'ennuierait sans Sazu. Sanada a exigé le silence de tout le monde. En chemin, Izanami était aussi bruyante et collante envers Sazu que d'habitude. Rokuro se demandait qui assisterait à la réunion cette fois. Sanada a énuméré quelques noms, le plus notable étant Masamune. À ce moment, Masamune s'habillait de façon aussi extravagante que possible pour la réunion, sa tenue voyante destinée à afficher son pouvoir et à laisser une forte impression sur Sanada. Masamune savait bien que la personne visant l'épingle à cheveux d'Izanami était un seigneur nommé Ieyasu. Pour le tromper, Masamune prévoyait de répandre une rumeur affirmant que l'épingle à cheveux n'avait aucun pouvoir réel. Il organiserait ensuite une mise en scène suffisamment convaincante pour duper Ieyasu. Pendant ce temps, le groupe de Sanada s'est arrêté dans une taverne pour manger avant de continuer leur chemin. De manière inattendue, un jeune garçon s'est approché d'eux, demandant s'ils se rendaient à la réunion des seigneurs. Si c'est le cas, la route devant eux s'était effondrée et était infranchissable. Le garçon leur a indiqué un autre chemin, ce qui a incité Izanami à lui donner un bonbon en guise de remerciement. Cependant, Sazu a soudainement senti l'odeur de poudre à canon sur le garçon. Peu après, il a remarqué qu'Izanami s'était assoupi, la trouvant beaucoup trop insouciante. Sanada lui a dit de se détendre puisque qu'il n'était pas poursuivi pour le moment, mais Sazu n'était pas d'accord. Après tout, il voyageait avec quelqu'un que le monde entier recherchait. Sanada, d'un autre côté, a trouvé qu'emmener Izanami était plutôt divertissant. Cela dit, n'amener que 3 personnes semblait trop peu, bien qu'il n'aime pas voyager avec trop de monde, car cela serait trop voyant. Soudain, un feu d'artifice a éclaté dans le ciel, effrayant les chevaux et les faisant perdre le contrôle. Un cheval a marché dans un piège caché, déclenchant une rafale de pieux en bambou visant Rokuro. Sazu s'est précipité à son secours juste à temps, mais une avalanche de rochers a commencé à dévaler la montagne. À ce moment-là, Miyoshi est arrivé et a fracassé les rochers qui tombaient. Personne ne s'attendait à ce qu'il les ait suivis jusqu'ici. Soudain, une pierre a été lancée contre la jambe du cheval, le faisant paniquer et partir au galop, emportant Izanami avec lui. Sanada l'a poursuivi pour la sauver, mais son cheval a marché dans un autre piège, manquant de peu de tomber dans un trou si Rokuro ne l'avait pas sauvé à temps. Sazu s'est ensuite précipité pour sauver Izanami, mais il a accidentellement déclenché un autre piège, libérant une volée de boulets de canon. Cependant, une rafale de vent soudaine les a tous emportés dans le ciel. Comme prévu, 2 personnes avaient refusé de rester aux sources chaudes et les avaient suivis ici. À la fin, le groupe est resté indemne. Le jeune garçon de tout à l'heure est réapparu, surpris qu'ils aient réussi à contourner tous ces pièges. Sazu s'est rendu compte que l'odeur de poudre qu'il avait remarquée auparavant provenait de ces pièges. Le garçon a alors demandé à servir sous Sanada, révélant que les pièges avaient été un test pour trouver un maître digne. Sazu a refusé d'accepter un garçon qui avait failli tuer tout le groupe, le rejetant catégoriquement et lui disant de retourner dans sa famille. Cependant, le garçon n'avait pas de famille. Il avait survécu entièrement seul. Sanada a alors demandé le nom du garçon et il a répondu que son nom était aussi Rokuro. Comme ils avaient le même nom, Sanada décida de le renommer Benmaru. Rokuro protesta, disant que c'était le nom d'enfance de Sanada, mais une fois que Sanada avait pris une décision, personne ne pouvait la changer.
Sanada a ensuite demandé au garçon de l'attendre à la taverne qu'il venait de visiter jusqu'à son retour, car il ne pouvait pas emmener le garçon dans la capitale pour le moment. Quant aux 2 personnes qui les avaient suivis secrètement, il n'y avait pas de raison de les renvoyer maintenant puisqu'ils continueraient à se faufiler, autant donc voyager ensemble. Le groupe a repris son voyage et est bientôt arrivé à la capitale. Bien sûr, le point culminant de la capitale était toujours Masamune, exhibant sa tenue extravagante. À son arrivée à son logement, Masamune a reçu un ordre officiel de la capitale. Cet ordre s'appliquait à tous les seigneurs et leurs vassaux, une interdiction temporaire de porter des épées. Sanada ne s'inquiétait pas particulièrement à ce sujet, mais il se faisait du souci pour les 2 idiots, Yuzi et Miyoshi. Lui et Rokuro se rendirent ensuite à la réunion où ils rencontrèrent 2 autres seigneurs. Le premier était le seigneur Ishida qui avait précédemment averti Sanada des plans d'Ieyasu, comment Ieyasu essayait de provoquer la guerre et de manipuler les seigneurs à son propre avantage. Depuis la mort du régent, Ieyasu était devenu de plus en plus effronté et cette réunion était probablement juste une autre occasion pour lui de montrer son pouvoir. Un autre seigneur, Naoe, a accepté et a commencé à dénigrer Ieyasu. Cependant, Sanada leur a conseillé à tous 2 de rester calmes, leur rappelant qu'ils étaient là non seulement pour la réunion, mais aussi pour profiter d'une cérémonie de thé. Pendant ce temps, 2 des subordonnés de Masamune ont aperçu Izanami dans la rue, mais ils n'ont pas pu agir contre elle en raison de l'interdiction des épées. La réunion a finalement commencé et Masamune est arrivé en retard. De manière inattendue, il a dégainé son épée, affirmant qu'il voulait offrir un spectacle pour compenser son retard. Il a ensuite invité Sanada à le rejoindre dans une démonstration, avec ses vassaux prêts à fournir une épée à Sanada si nécessaire. Cependant, Sanada a choisi de se produire en utilisant seulement son éventail. Pendant le match, Sanada a esquivé sans effort les coups d'épée de Masamune. Frustré, Masamune a tenté de porter un coup, mais Sanada, soit délibérément, soit par accident, a fini par donner un coup de pied à l'épée de Masamune, l'envoyant voler droit vers le visage d'Ieyasu. Les seigneurs ont éclaté de rire, tandis que Ieyasu n'avait jamais été aussi humilié. Masamune, quant à lui, était clairement irrité par l'attitude enjouée de Sanada. Ce soir-là, alors qu'il partait, des subordonnés d'Ieyasu se sont soudainement approchés de Sanada et lui ont ordonné d'attendre de nouvelles instructions. Les 2 autres seigneurs ont réalisé qu'Ieyasu visait Sanada et qu'il essaierait probablement de le punir pour ses actions d'aujourd'hui. Cependant, Sanada l'a simplement ignoré. Plus tard, Masamune a été surpris d'apprendre qu'Izanami était aussi dans la capitale. Cette nuit-là, les soldats d'Ieyasu ont attaqué le logement de Sanada, mais lui et son groupe étaient déjà partis bien avant. Ils ont réussi à traverser un pont, laissant les hommes d'Ieyasu derrière. Yuzi a invoqué une rafale de vent, balayant les soldats du pont, tandis que Miyoshi a détruit tout le pont pour couper leur poursuite. Sanada s'est senti justifié d'avoir emmené Izanami avec lui. Peu après, Masamune est allé rencontrer Ieyasu. Furieux de son humiliation, Ieyasu en a rendu responsable Masamune. Cependant, comme il ne pouvait pas punir Masamune directement, il lui a ordonné de s'occuper de Sanada à la place. Le lendemain matin, alors que le groupe de Sanada voyageait de retour, ils furent soudainement poursuivis par les soldats d'Ieyasu. Sazu et Yuzi eurent pour tâche de bloquer leur chemin, mais Ben Marouk avait déjà installé des pièges à l'avance, éliminant les poursuivants avec facilité. Sanada trouvait étrange que l'ennemi ait rattrapé si vite, alors il a ordonné à Sazu et Yuzi d'aller en éclaireur pendant qu'ils se reposaient avec les autres près d'un ruisseau. Remarquant qu'Izanami semblait inquiète, Sanada mit son manteau sur elle et la rassura en lui disant que Sazu irait bien. Pendant ce temps, Sazu et Yuzi ont découvert que tous les chemins devant eux étaient délibérément bloqués par des obstacles. Sazu est rapidement retourné pour faire un rapport à Sanada, l'informant que la seule route restante était par la mer. Le groupe a été soudainement découvert et attaqué par Masamune. Il voulait saisir Izanami et sa broche à cheveux tout en éliminant Sanada selon les ordres d'Ieyasu. Cependant, avec les guerriers encore présents, les soldats de Masamune n'avaient aucune chance de toucher même Sanada. Les guerriers ont ensuite montré leur capacité, tandis que Sanada se retirait en premier. Rokuro a suivi pour protéger Sanada, mais bientôt, tout le groupe a été forcé de se diriger vers une zone côtière. Les soldats de Masamune se rapprochaient, laissant le groupe avec presque aucune issue. Sazu s'est alors avancé pour combattre 2 des subordonnés de Masamune. Après avoir passé du temps avec le groupe,
il a décidé d'abandonner le titre de fantôme du clan Iga et de devenir officiellement un guerrier sous Sanada. Yuzi a ensuite chargé, libérant une rafale de vent pour attaquer. Voyant que ses soldats étaient inefficaces, Masamune a décidé de prendre les choses en main. Mais à ce moment-là, un navire de guerre est apparu derrière le groupe de Sanada. Au début, il pensait que c'était les renforts de Masamune, mais il s'est avéré que c'était Juzu et une autre personne à bord. Le navire a repoussé les troupes de Masamune et a rapidement embarqué le groupe de Sanada. Là, ils ont rencontré le capitaine du navire, Jinpachi. Il s'est d'abord intéressé à Yuzi, le prenant pour une femme, mais en réalisant que Yuzi était un homme, il a immédiatement perdu tout intérêt. En plus des femmes, Jinpachi aimait beaucoup l'alcool. Il a ensuite demandé où était la beauté du groupe, comme Juzu l'avait décrit. Izanami s'avança pour se présenter, mais Jinpachi la voyait simplement comme une enfant. Miyoshi, sentant que sa sœur avait été insultée, était sur le point de se battre, mais Jinpachi a bloqué sans effort sa massue de fer avec ses mains nues. Juste après, Jinpachi a lancé une frappe éclair, mettant rapidement Miyoshi à terre. Il a ensuite déclaré qu'il semblait mal comprendre la situation. Il n'a jamais accepté de les laisser rester sur son bateau. Ainsi, Jinpachi voulait tester s'ils méritaient de rester. Il a lancé un tonneau d'alcool vers eux et Seizu l'a rapidement tranché en deux. Jinpachi a alors révélé son défi. Il devait boire tout l'alcool. Sanada a immédiatement accepté, ce qui a poussé Seizu à protester car cela prendrait une éternité pour finir une telle quantité. Benimaru et Ishinami voulaient tous les deux essayer, mais Jinpachi les jugeait trop jeunes pour boire de l'alcool. Pendant ce temps, Ono, ignorant ce qui se passait avec le groupe, espérait simplement qu'il ne rencontrerait pas trop d'obstacles. Cependant, Sarutobi pensait qu'il se débrouillerait seul. De retour sur le bateau, Uzi buvait avec enthousiasme avec Jinpachi, tandis que Sanada continuait à boire sans montrer aucun signe d'ivresse. Rokuru buvait modérément, mais Ishinami, après juste une petite quantité, était déjà complètement ivre. Seizu, étant insensible à l'alcool, est resté indemne, peu importe combien il buvait. Juzu est ensuite allé discuter avec Seizu, et Seizu se demandait pourquoi Juzu était là. Juzu a expliqué qu'il voyageait à la recherche d'une nouvelle arme lorsqu'il a rencontré Jinpachi. Il a ensuite cherché à rejoindre l'équipage, et après une séance de boisson avec Jinpachi, le capitaine l'a reconnu comme son frère juré. Jinpachi a même donné une arme à feu à Juzu, mais en échange, Juzu a décidé de rester et d'aider pendant un moment en guise de remboursement. Grâce à cela, il a pu sauver le groupe de Sanada à temps. Juzu a demandé ce qui était arrivé au groupe, mais Seizu a suggéré qu'il demande directement à Sanada. Il a également fait remarquer qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Sanada, quelqu'un qui pouvait se tenir debout et défier l'ennemi, même lorsqu'il était acculé. Ce soir-là, Jinpachi et Sanada ont eu une conversation privée. Jinpachi a exprimé qu'il n'aimait pas les contraintes d'être un seigneur et n'avait aucune envie de servir qui que ce soit. Il voulait seulement la liberté. Les seigneurs comme Sanada étaient liés à leur territoire, mais lui ne l'était pas. Il pouvait aller où bon lui semblait, indépendant de quiconque, libre de parcourir les mers et les cieux, sans être accablé par les impôts, les guerres civiles ou les luttes de pouvoir. Profiter de la vie était le vrai plaisir d'un pirate. Sanada, cependant, a soutenu qu'une personne vraiment libre resterait libre, peu importe où elle allait. Choisir qui servir et où vivre, si c'était une décision prise par le cœur, était aussi une forme de liberté. Jinpachi pensait que Sanada devait avoir payé ses partisans, mais Sanada a révélé qu'il n'avait engagé personne. Ils l'ont tous suivi par leur propre choix. Le lendemain matin, le groupe est retourné sur le continent et Jinpachi a décidé de faire ses adieux à son équipage pour voyager avec Sanada pendant un certain temps. Sanada a réalisé qu'il avait maintenant rassemblé tous les 10 guerriers et qu'il était temps pour eux de rentrer ensemble. Jinpachi était impatient de voir à quoi ressemblait la femme bien dotée que Juzu avait mentionnée. Peu de temps après, le groupe a retrouvé Sarutobi. Il était surpris que 2 nouveaux membres les aient déjà rejoints en si peu de temps. Cependant, ce qui excitait le plus Sarutobi était la panthère noire de Jinpachi. Lorsque le groupe a demandé où était Ono, Sarutobi a expliqué qu'elle était partie quelque part, alors Sanada a décidé de reporter leur réunion au lendemain, maintenant qu'il avait rassemblé les 10 guerriers.
Ce soir-là, Ono est revenu pour rencontrer Ishinami. Comme Ishinami ne lui avait apporté aucun cadeau, Ono l'a obligé à raconter tout sur leur voyage. Pendant ce temps, Seizu s'est approché secrètement de Sanada pour lui demander pourquoi il avait rassemblé les 10 guerriers. Sanada a révélé que sa véritable ambition était de gouverner le monde. Selon les légendes anciennes, 10 éléments primordiaux ont créé toute chose, et celui qui contrôlait les 10 éléments pouvait remodeler le monde. Ces éléments correspondaient à chacun des 10 guerriers. Terre, Miyoshi, métal, Juzu, éclair, Jinpachi, feu, Benimaru avec sa capacité à créer des explosifs, vent, Uzi, bois, Sarutobi, glace, Ono, eau, Rokuru, dont la capacité à tout enregistrer était comme le reflet de l'eau. À ce moment-là, Ono est entré dans la chambre de Rokuru pour l'assassiner, le laissant perplexe quant à ses intentions. Entre-temps, Seizu a demandé à Sanada quel élément il représentait. Sanada a soudainement déclaré que Seizu était l'élément de la lumière, tandis qu'Ishinami était celui des ténèbres. Seizu a d'abord trouvé cela ridicule, mais en repensant aux capacités d'Ishinami, il a commencé à prendre la chose au sérieux. En même temps, Rokuru réalisa qu'Ono ciblait son huile divin qui avait le pouvoir de se souvenir de tout. Ono l'a plaqué au sol avec succès et était sur le point de prendre son œil. Cependant, Rokuru a choisi de le détruire plutôt que de laisser quelqu'un d'autre l'avoir. Ono a ensuite été découvert et attaqué par Sarutobi. Elle a dû le repousser en réalisant que d'autres arrivaient aussi. Elle a couru dehors, mais a été interceptée par Sarutobi, ce qui l'a forcé à lancer 2 kunai pour lancer un sort et le geler. Juste au moment où elle était sur le point de terminer Sarutobi, Seizu est apparue et a demandé ce qu'elle essayait de faire. Ono a déclaré que, en tant que ninja, elle ne pourrait jamais vraiment avoir un endroit à appeler chez elle. Pendant ce temps, Rokuru avait été empoisonné par le kunai d'Ono. Sanada a immédiatement ordonné à quelqu'un d'aller chercher des médicaments pour pouvoir le soigner. Rokuru, Hana a soudainement poignardé Sarutobi avec son épée et a profité du moment pour s'échapper. Rokuru, désormais en sécurité, s'est excusé auprès de Sanada pour avoir perdu son oil divin. Mais Sanada l'a assuré que ce n'était pas de sa faute. Sanada croyait que Rokuru avait tenu sa promesse et c'était la raison pour laquelle il avait perdu son œil. Cependant, il reprochait à Rokuru d'être trop sincère envers lui. À ce moment-là, Sazyu poursuivait de près Hana, exigeant de savoir ce qu'elle essayait de réaliser. Hana lui a dit que même maintenant, il refusait toujours de voir la vérité. Sazyu l'a empêché de dégainer son épée et a demandé pour qui elle travaillait vraiment. Hana a dit que cela n'avait plus d'importance, mais Sazyu regrettait de ne pas s'être rendu compte plutôt qu'elle était une espionne. Les deux ont alors dégainé leurs épées et se sont battus. Dans un échange rapide, Sazyu a donné un coup de poing qui a envoyé Hana rouler par terre. Réalisée qu'elle ne pouvait pas égaler la vitesse de Sazyu, elle a essayé de fuir. Cependant, Sazyu a rapidement réduit la distance et l'a projetée dans une rivière. Hana a utilisé sa magie pour geler l'eau et attaquer Sazyu, mais il s'est facilement libéré, déclarant qu'il avait seulement besoin de briser la glace avant qu'elle ne se solidifie complètement. Il a ensuite immobilisé Hana et a exigé de savoir qui était son maître. Hana a continué à résister, mais Sazyu a contré tous ses mouvements. Uzi, qui regardait de près, n'a pas osé intervenir. Hana a ensuite manipulé l'eau d'une autre partie de la rivière pour envoyer des éclats de glace vers Sazyu. Il a dû bloquer l'attaque, donnant à Hana une chance de s'échapper. Pendant ce temps, Sarutobi est revenu pour s'excuser auprès de Sanada d'avoir hésité et perdu contre Hana. Cependant, Sanada ne lui en a pas voulu car il avait au moins essayé de protéger Rokuru. Pour l'instant, leur priorité était de découvrir le véritable cerveau derrière Hana. La panthère noire de Jinpachi s'est alors approchée de Sarutobi pour le réconforter. Sanada réalisa à ce moment-là que Sazyu était revenu, ce qui signifiait qu'Hana s'était échappée. Il informa Sazyu de l'état de Rokuru et crut qu'il était temps de tout révéler à tout le monde. Jinpachi venait de rentrer et sentait que quelque chose s'était passé. Sanada pensait que Jinpachi pourrait offrir à Sazyu une perspective plus objective sur la raison pour laquelle il représentait la lumière, tandis qu'Izanami incarnait les ténèbres. Après avoir raconté comment chaque guerrier symbolisait l'un des 10 éléments primordiaux qui ont façonné toute chose, Sanada a expliqué que ces éléments existaient dans un état d'équilibre grâce à un renforcement mutuel et à une interaction. Cependant, comme l'a interprété Jinpachi, cet équilibre se détériorait et le rassemblement des guerriers était destiné à aider la lumière à supprimer l'obscurité croissante. Pendant ce temps, Izanami était consumé par les ténèbres
dévasté par la trahison d'Anna. Benmaru et Miyoshi se sont approchés pour la consoler, lui conseillant de ne pas trop s'affliger, craignant que sa tristesse ne renforce davantage l'obscurité. Sanada était convaincu que les gens du temple avaient déjà reconnu le pouvoir terrifiant qu'Izanami possédait. Quand elle versa des larmes, les ténèbres des profondeurs des enfers furent invoquées. Il croyait qu'Izanami pouvait transformer sa tristesse en force, devenant une déesse de la mort capable de réclamer des milliers de vies en un instant. L'épingle à cheveux qu'elle portait était probablement destinée à réprimer cet immense pouvoir. À ce moment-là, Sazu est sorti et a vu qu'Izanami avait tout entendu. Le lendemain matin, tous les guerriers avaient appris le secret d'Izanami. Miyoshi voulait réconforter sa sœur, mais Sanada insistait sur le fait que Satsu s'en occupait déjà et que seule la lumière pouvait vaincre les ténèbres. Miyoshi a ensuite médité sous une cascade, réfléchissant s'il pouvait aider sa sœur d'une quelconque manière. Pendant ce temps, Sanada a reçu des invités inattendus, deux seigneurs, Ishida et Nao. Surpris par leur visite, il a demandé pourquoi ils étaient venus. Ils ont expliqué que comme Sanada n'avait pas répondu à leurs lettres, ils ont décidé de le rencontrer en personne. Sanada, un impressionné, leur a dit de parler vite et de partir. Cependant, la durée de la conversation dépendait entièrement de lui. Ailleurs, Sazu ne savait pas comment parler à Izanami quand, soudainement, des couteaux kunai ont volé vers lui. Il a poursuivi l'attaquant et a été choqué de rencontrer Hanzu à nouveau. Sazu avait supposé que Hanzu avait péri sous les ruines du temple, mais Hanzu semblait avoir ressuscité pour le traquer. Hanzu a reconnu les efforts de Sazu pour protéger Izanami jusqu'à présent, mais a regretté de ne pas avoir saisi l'occasion de prendre l'œil mystique de Rokuru. Sazu a réalisé que c'était Hanzu qui avait manipulé Anna. Hanzu a déclaré qu'avant de s'emparer d'Izanami, il anéantirait d'abord tous les guerriers de Sanada. Il a ensuite révélé qu'une attaque était déjà en cours. Les 5 grands ninjas du clan Iga avaient de commencer leur mission d'extermination des guerriers Sanada. Sazu connaissait la puissance redoutable de ces 5 ninjas légendaires. Hanzu le narguait, affirmant que les guerriers n'étaient rien comparés aux 5 grands ninjas. À ce moment-là, Sarutobi et Juzo ont rencontré la première des 5, une femme qui s'est présentée comme Kiyo, la reine des insectes. Sarutobi avait déjà entendu parler des 5 grands ninjas. Kiyo a expliqué que leur mission était d'éliminer les guerriers de Sanada, mais elle cherchait également à se venger d'eux pour la mort de sa sœur aînée, Aokatsu. Pendant ce temps, Miyoshi, perdu dans ses pensées, a eu une révélation. Il a compris que tout ce qu'il avait à faire était de faire confiance à Izanami et de la servir comme une déesse. Juste à ce moment-là, un énorme rocher est tombé directement sur sa tête. Une fille a sauté d'en haut, tendant les bras pour attraper Benmaru. Elle lui a demandé s'il était l'un des guerriers de Sanada, mais Miyoshi a brisé le rocher et l'a forcé à battre en retraite, tirant Benmaru en arrière. Sécurité. La fille s'est présentée comme Byakugan, l'une des 5 grandes ninjas. Elle a ensuite donné un coup de pied à un rocher vers Miyoshi, mais il l'a facilement écrasé. Il l'a averti de partir ou il ne lui montrerait aucune pitié. Cependant, Byakugan a brisé sans effort un autre rocher et a ricané, affirmant qu'elle était bien plus forte que Miyoshi et que ses menaces ne signifiaient rien. Miyoshi réalisa alors que les autres guerriers étaient également visés et s'inquiéta pour la sécurité d'Izanami. Il tenta de se précipiter à son secours, mais Byakugan bloqua son chemin. À ce moment, les deux seigneurs voulaient informer Sanada qu'Ieyasu devenait de plus en plus arrogant. Il avait ouvertement accusé un autre seigneur de trahison, juste pour s'emparer de son territoire. Les autres seigneurs devenaient également mécontents d'Ieyasu, car ses crimes ne pouvaient être entièrement consignés sur un seul document. Ishida avait rassemblé sa propre armée et cherchait plus d'alliés. Cependant, Sanada croyait que le vieux renard rusé avait dû tout planifier soigneusement avant d'agir si rapidement. Ishida, frustré, souhaitait avoir assez de pouvoir pour renverser la situation. Mais Sanada a averti que le pouvoir ultime n'apporterait que le désastre. Pendant ce temps, Sazu avait commencé son combat avec Hanzu. Hanzu remarqua que Sazu était devenu plus fort depuis leur dernière rencontre au temple. Lorsque Izanami arrive, Hanzu l'attacha rapidement à un arbre, déclarant qu'il la libérerait seulement après avoir fini de jouer avec Sazu et de s'en débarrasser. Désespéré, Izanami les a suppliés de la prendre, mais d'épargner tout le monde. Cependant, Hanzu a refusé, affirmant qu'il pouvait prendre Izanami quand il le souhaitait. En même temps,
Yuzu et Sarutobi se débattaient dans leur combat. Des essaims d'insectes vrombissaient autour, gênant leur vision et faisant tant de bruit qu'ils ne pouvaient pas localiser leurs ennemis. Soudain, une araignée géante surgit de sous terre, les obligeant à esquiver. Sarutobi a de nouveau confronté Kiyo et a tenté d'attaquer, mais ces insectes l'ont empêché de s'approcher. Elle a ensuite effectué un rituel et a invoqué un œuf géant qui a éclos en un essaim de menthe géante. Juzu a tiré un boulet de canon pour en détruire quelques-unes, permettant à Sarutobi de se précipiter vers Kiyo. Cependant, elle l'a pris par surprise avec un baiser, injectant des insectes venimeux dans son corps. Juzu a essayé d'aider, mais a soudainement réalisé que ses jambes avaient été mordues par des fourmis. La douleur atroce l'a laissé incapable de bouger et les énormes menthes se sont précipitées. Sarutobi a rapidement pris soin des menthes pour le protéger. Juste à ce moment-là, l'araignée géante a refait surface. Après avoir reçu plusieurs balles de Juzu, elle a soudainement disparu. Quelques instants plus tard, Juzu a été submergé et s'est effondré alors que d'innombrables insectes le mordaient. Pendant ce temps, Miyoshi essayait de mettre Benmaru en sécurité, mais des attaques de rochers incessantes bloquaient leur route d'évasion. Miyoshi était déconcerté par la manière dont une femme apparemment délicate possédait une force aussi écrasante. Byakugan l'a alors nargué, disant qu'Izanami était probablement devenu rien de plus qu'un jouet pour leur chef à ce moment-là. Enragé, Miyoshi a décidé de rester et de se battre. Byakugan s'est avancé pour un duel en tête-à-tête, révélant enfin sa véritable forme, un corps musclé et puissant. Les deux se sont livrés à un échange féroce de coups, esquivant et contrant les attaques de l'autre. Finalement, Byakugan a donné un puissant coup de poing à Miyoshi, perturbant son rythme et le laissant ouvert à une rafale de coups suivants. Quand Benmaru a essayé d'aider, elle l'a assommé avec une pierre lancée. Miyoshi a été complètement vaincu, réalisant que sa défaite était due à son manque de foi. En même temps, Sazu commençait à perdre son combat contre Hanzu. Hanzu le blessait continuellement, ce qui plongeait Izanami dans un désespoir de plus en plus profond, éveillant ainsi son pouvoir obscur. Alors que son énergie montait en flèche, Hanzu fit remarquer que sa douleur activait le pouvoir de son épingle à cheveux. Sazu a fait une charge désespérée, mais Hanzu a facilement prédit ses mouvements et l'a contré. Hanzu a ensuite blâmé Izanami pour tout ce qui s'était passé, affirmant que si ce n'était pas pour la protéger, Sazu n'aurait pas été blessé. Non seulement Sazu, mais tous les guerriers avaient probablement déjà été vaincus par ses forces et c'était entièrement de sa faute. Ailleurs, Yuri semait le désordre en ville lorsqu'il aperçut soudain un renard et se lança à sa poursuite. Sans s'en rendre compte, il s'engagea dans une ruelle et fut brusquement transporté dans un autre royaume. Lorsqu'il reprit conscience, il se retrouva à vivre comme une noble dame dans une famille aristocratique. À sa surprise, Sazu était maintenant son assistant personnel. Étrangement, Yuzi croyait vraiment qu'elle faisait partie de cette réalité onirique. Elle exprimait ouvertement son aversion pour les autres nobles, car il méprisait ses cheveux roux et ses tatouages. Cependant, quand il sentit le contact de Sazu sur son bras, quelque chose en lui s'éveilla, bien qu'il ne puisse pas vraiment comprendre ce que c'était. Avant qu'il ne puisse le déterminer, un serviteur arriva pour lui rappeler de choisir une tenue pour le banquet du soir. Désintéressé à y assister, Yurai essaya de refuser, mais cette version de Sazu le persuada avec des mots séduisants, promettant de lui accorder un souhait une fois le banquet terminé. Lors du banquet, Yuri a rapidement réalisé qu'il n'avait pas sa place ici. C'était bien trop ennuyeux. Aucun des gens présents ne pouvait être sa destinée. De plus, il avait l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important lorsqu'il a entendu certains nobles parler mal d'elle dans son dos. Il les a immédiatement confrontés avec des mots durs. Peu de temps après, Sazu est arrivé pour l'escorter et il a quitté le rassemblement avec son accompagnateur. Plus tard, alors qu'il se détendait dans le bain préparé par Sazu, il réfléchissait à sa personne destinée, sentant qu'elle était beaucoup plus proche qu'il ne l'avait imaginé. Il chérissait cette vie paisible et souhaitait pouvoir rester ici, pour toujours. Pendant ce temps, dans la réalité, Sazu était toujours joué par Hanzu. Hanzu n'était pas pressé de terminer le combat. Au lieu de cela, il voulait tourmenter Sazu lentement. Malgré les attaques incessantes de Sazu, Hanzu esquivait chacune d'elles sans effort. De retour dans l'illusion de Yuzai, il a finalement réalisé que ce n'était pas le Sazu qu'il désirait. Celui qu'elle cherchait vraiment était un guerrier impitoyable,
aux yeux froids, imprégnés de l'odeur du sang. À ce moment-là, il s'est réveillé du rêve et a découvert celui qui manipulait son esprit. Sans hésitation, il a libéré une puissante rafale de vent et a enchaîné son cou avec des chaînes. Il sourit, commentant que Yuzi semblait peu intéressé par le bonheur et qu'il aspirait plutôt à la souffrance. Si c'était le cas, il serait heureux de lui offrir cette expérience. Ailleurs, Jinpachi pêchait tranquillement quand son compagnon panthère s'est soudainement enfui. Peu de temps après, l'eau sous lui gela et il rencontra enfin Hana, la personne qui l'attendait. Sans perdre de temps en paroles, Hana lança une attaque immédiate. Jinpachi, pensant qu'il pouvait facilement la gérer, attrapa rapidement sa lance et contre-attaqua. Cependant, Hana a créé d'immenses pics de glace, l'enfermant à l'intérieur. Elle a déclaré que Jinpachi devait mourir simplement parce qu'il était un guerrier. Jinpachi, cependant, a nié être un guerrier, affirmant que ce n'était que la décision de Sanada, pas la sienne. Mais Hana s'en fichait et a continué son assaut implacable. Jinpachi a habilement bloqué ses coups, la forçant à dégainer son épée et à l'engager en combat rapproché. Il a remarqué que son cœur glacé commençait à fondre, bien qu'elle refusât de le croire. Hana a révélé son passé tragique, elle avait perdu sa mère et avait lutté pour survivre tout en cherchant l'héritage royal qui lui permettrait de rentrer chez elle. Cependant, Hanzo en avait pris possession et l'avait forcé à le servir. Depuis lors, elle n'avait jamais hésité dans sa mission. Maintenant, avec son objectif à portée de main, elle avait depuis longtemps mis de côté ses émotions. Pourtant, depuis qu'elle avait rencontré Sanada et son groupe, elle se trouvait à changer lentement. Pourtant, elle insistait qu'elle n'avait nulle part où appartenir, convaincue que tout n'était qu'une illusion. Pendant ce temps, Sazu subissait des blessures de plus en plus graves. Hana se tourna vers lui et Izanami, déclarant qu'elle n'avait jamais apprécié la soi-disant famille qu'ils avaient construite. C'était toute une farce dégoûtante. Leurs liens familiaux imaginaires ne faisaient que la rendre malade. Alors que Sazu essayait de réconforter Izanami, il fut poignardé une fois de plus par Hanzo. Au même moment, Jinpachi a baissé sa garde et Hana l'a poignardé à la jambe. Il a rapidement échangé sa lance pour des nunchaku et a tenté de battre en retraite. Mais Hana a gelé le sol, le faisant glisser et tomber. Elle a froidement déclaré qu'elle ne montrerait pas de pitié cette fois. Cependant, Jinpachi a soutenu qu'il ne pouvait pas mourir tout de suite, car il n'avait pas encore pleinement vécu la liberté. Il croyait qu'Hana aussi aspirait à la liberté autant que lui. Enragée, Hana l'a complètement enfermée dans la glace. Elle avait sacrifié sa propre liberté pour le pouvoir, et le pouvoir était la seule chose dont elle avait besoin. Pendant ce temps, Izanami, voyant Sazu souffrir à cause d'elle, a réalisé à quel point elle était inutile. Elle ne pouvait pas se battre, et à cause de cela, tout le monde souffrait. Soudain, une voix mystérieuse lui demanda si elle désirait du pouvoir. Si oui, elle devait simplement retirer la barrette. Avec une nouvelle détermination, elle a désintégré ses contraintes et a atteint l'épingle à cheveux, la retirant. Instantanément, le ciel s'assombrit et le soleil fut obscurci. Le véritable pouvoir d'Izanami s'éveilla, la déesse des ténèbres était arrivée. Sans hésitation, elle conjura une sphère massive de ténèbres et s'éleva dans le ciel. D'en haut, elle a déchaîné un barrage incessant de sphères sombres à travers toute la forêt. Roku, reprenant conscience, a été pris dans le chaos. Heureusement, Sanada est arrivé à temps pour le soutenir. Roku a exhorté Sanada à trouver un moyen d'arrêter Izanami avant qu'elle ne détruise le monde entier. Bien que Sanada ait noté que Roku était encore blessé, ce dernier a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas rester inactif. Il avait mémorisé tout ce qui provenait des archives du temple secret et il n'y avait pas d'autre choix que d'agir maintenant. Voyant sa détermination, Sanada a accepté de l'aider. Hanzo, en voyant la transformation d'Izanami, était complètement choqué. Il ne s'attendait jamais à ce qu'elle soit la déesse de la mort. Izanami et la déesse de la mort luttaient encore pour le contrôle de son corps. Hanzo croyait qu'en saisissant l'épingle à cheveux, il pourrait manipuler Izanami à sa guise. Quand Sazu a tenté de le récupérer, Hanzo l'a abattu, se moquant de sa faiblesse. Il a déclaré qu'un vrai ninja ne devrait vivre que pour lui-même, ne faisant confiance qu'à sa propre force et à son corps. Puisque Sazu avait oublié ce principe, il n'était plus digne d'être son adversaire. À ce moment-là, Sanada et Roku sont arrivés, demandant à savoir ce que Hanzo avait l'intention de faire avec le pouvoir immense d'Izanami.
Hanzo ricana, affirmant que peu importe ce qu'il planifiait, il ne le gâcherait jamais comme Sanada l'avait fait. Il croyait que lui seul était digne de manier le pouvoir de la déesse de la mort, alors que des faibles comme Sanada ne l'étaient pas. Pour lui, Hana n'était rien de plus qu'un pion. En exploitant son désir de rentrer chez elle, il l'avait facilement manipulée pour qu'elle le serve. En entendant cela, Sazu, furieux, se força à se lever et à se battre. Il ne pouvait pas tolérer la façon dont Hanzo traitait Hana comme un simple outil. Cependant, Hanzo l'a de nouveau abattu, lui disant de rester silencieux et de regarder. Puis, il s'est précipité en avant avec l'intention d'utiliser l'épingle à cheveux pour supprimer le pouvoir d'Izanami. Mais dès qu'il a atteint la sphère d'obscurité, sa main est restée coincée. Réalisant le danger, il a été contraint de se couper le bras pour s'échapper. Cependant, les tentacules sombres de la sphère l'ont soudainement attrapé, le tirant à l'intérieur. Rokuru, voyant cela, en a déduit que la seule façon d'arrêter Izanami était que des guerriers représentant les éléments interviennent. Déterminé, il se préparait à se sacrifier, mais Sazu l'a arrêté, insistant pour prendre sa place. Ignorant les protestations de Sanada, Sazu a foncé en avant, déterminé à atteindre la sphère. Bien qu'il n'ait jamais cru au destin, il a admis qu'à cause d'Izanami, il avait fini par comprendre le lien de camaraderie. Alors qu'il atteignait la sphère, elle s'est soudainement ouverte et l'a attiré à l'intérieur, le portant vers le ciel. Pendant ce temps, Miyoshi se souvint de son conflit passé avec le prêtre en chef du temple, ce qui l'a conduit à son départ. À l'époque, Izanami avait demandé où il allait, mais il n'avait pas pu répondre. Il avait promis de revenir pour elle, cependant, quand il l'a fait, il a trouvé le temple en ruine. En apprenant qu'elle était encore en vie, il l'avait cherchée sans relâche. Maintenant, cependant, sa foi avait été ébranlée. Benmaru est arrivé, interpellant Miyoshi et l'encourageant à continuer de se battre. Il l'a motivé et a même placé une bombe dans sa main pour amplifier sa puissance. Pendant ce temps, les essaims d'insectes désormais affectés par l'obscurité sont devenus vulnérables. Saisissant l'occasion, Juzu et Sarutobi ont lancé une contre-attaque. Sarutobi a piégé leur ennemi avec des vignes empoisonnées, lui causant une douleur immense, tandis que Juzu mettait fin à sa souffrance avec un coup rapide. Yurei, par contre, se réjouissait de la douleur qu'il avait ressentie quelques instants auparavant. Cependant, il a rapidement invoqué une rafale de vent pour aveugler le ninja avant de l'éliminer sans effort. Alors qu'Hana tentait de récupérer son épée pour partir, Jinpachi l'a électrocuté à travers la lame, l'envoyant voler. Paralysé et incapable de continuer à se battre, Hana s'est retrouvée dans une impasse avec Jinpachi. Il a déclaré le match nul et a admis que, malgré son extérieur froid, elle était toujours aussi chaleureuse que n'importe quel autre être humain. À l'intérieur de la sphère, Sazu réalisa qu'il était encore en vie grâce à l'épingle à cheveux. Il retrouva enfin Izanami, qui avoua sa peur. Elle désirait le pouvoir pour protéger tout le monde, mais la déesse de la mort ne cherchait que la destruction. Elle était terrifiée à l'idée de se perdre dans les ténèbres. Elle pressa Sazu de partir, ne voulant pas le charger davantage. Mais Sazu la rassura. Il lui dit que tant qu'elle avait encore des émotions, elle était toujours humaine, pas un monstre. Il refusa de l'abandonner. Elle était l'une des 10 braves, et ensemble, ils reviendraient. Avec ces mots, il a réussi à ramener Izanami. Sanada, voyant cela, a affirmé que Sazu était vraiment l'incarnation de la lumière. Quand Izanami s'est réveillé, Sanada l'a embrassé, lui disant de revenir avec eux. Avec tout le monde en sécurité, Sazu a rendu l'épingle à cheveux à Izanami. Pendant ce temps, Hana, réalisant que le trésor qu'elle avait poursuivi pendant si longtemps n'était rien d'autre qu'un faux, ne pouvait que rire amèrement de la cruelle ironie du destin. Jinpachi s'est approché d'Hana et l'a exhortée à revenir avec lui. Cependant, elle hésitait, croyant que Sanada ne pardonnerait jamais à une traîtresse comme elle. Mais Jinpachi la rassura en disant que maintenant elle n'avait plus de fardeau, elle était enfin une personne libre, capable de recommencer. Pendant ce temps, Ishida et Neya ont décidé de partir, déterminés à affiner leur stratégie pour vaincre Ieyasu. Masamune, ayant réalisé qu'Izanami était le véritable trésor depuis le début, a pris une décision inattendue. Il s'allierait temporairement avec la faction d'Ishida pour d'abord vaincre Ieyasu avant de s'occuper des affaires futures. Plus tard, Sazu a demandé à Sanada s'il les avait réunis parce qu'il avait prévu la catastrophe qui venait de se dérouler. Sanada a admis qu'il n'avait rien anticipé d'aussi loin.
Juste à ce moment-là, Izanami est arrivé en courant avec une montagne de bonbons, invitant tout le monde à manger avec enthousiasme. Sazu a grogné qu'elle en avait fait beaucoup trop, mais Miyoshi est immédiatement intervenu, le réprimandant encore une fois pour avoir embêté sa petite sœur. Sanada a ensuite suggéré qu'il devrait choisir un chef pour les Dix Braves. Juzu a refusé le poste car il voyageait souvent loin. Sarutobi a également refusé et a plutôt reporté la responsabilité sur Sazu. À ce moment-là, Uchi est apparu, défiant Sazu pour un combat, tandis qu'Ana et Jinpachi choisissaient de rester en dehors de l'agitation. Et avec cela, l'histoire est arrivée à sa fin.